Je ne me plie pas aux ordres de Mediapart, comme d'ailleurs d'aucun autre journal. Ma ligne de conduite sera de ne rien cacher, de ne rien négliger et de ne rien laisser de magistrat côté. a ordonné la censure préalable d'une enquête de médias. Antoine Rouget, du pôle enquête, s'apprêtait à révéler de nouveaux éléments sur les pratiques politiques en vigueur à la mairie. Bienvenue à toutes et à tous, nous nous trouvons aujourd'hui à Mediapart, accompagné par Antoine Rouget, journaliste au pôle enquête du média créé en 2008. C'est à partir de son témoignage que nous démarrons une série d'épisodes consacrés au journalisme d'investigation. Antoine Rouget, on vous doit plusieurs enquêtes, parmi les plus connues, celle qui est actuellement jugée devant le tribunal de Paris, l'affaire libyenne impliquant l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, et Mouammar Kadhafi, ancien dictateur du régime libyen. Mais plus récemment encore, l'affaire dite de Betaram impliquant l'actuel Premier ministre, François Bayrou. C'est donc sous le prisme de l'affaire dite de Betaram, ainsi que des affaires libyennes, que nous allons nous pencher sur votre travail aujourd'hui au sein du pôle enquête que vous occupez depuis maintenant plusieurs années. Souvent remises en cause, voire ignorées mais trop souvent primordiales, les enquêtes de Mediapart, elles révèlent un monde qui semble nous échapper et dans lequel tous semblent intouchables, ou presque. Tout d'abord, Antoine Rouget, quel est votre parcours journalistique et pourquoi est-ce que vous avez choisi le journalisme d'investigation ? Alors pour moi, c'était une évidence dès lors que j'ai su que j'allais faire du journalisme, en fait, de faire ce que vous définissez comme du journalisme d'investigation, mais en fait, qui pour moi je le redéfinis comme étant la base du journalisme, en fait. D'interroger des faits, des déclarations publiques, des stratégies de communication, et d'enquêter en fait sur la manière dont des informations peuvent être cachées ou la manière dont des pouvoirs peuvent mettre en scène leur action, y compris quand c'est complètement décorrélé d'une réalité de fait, en fait. Donc pour moi, ça c'est la base du journalisme. Qu'on travaille à Mediapart au sein du pôle enquête ou dans les autres services du journal, ou même dans n'importe quelle rédaction, avec parfois des moyens qui ne sont pas du tout les moyens de Mediapart, mais pour moi, la démarche journalistique induit nécessairement une démarche d'enquête. Donc c'est pour ça que dès lors que j'ai eu envie de faire du journalisme, et c'est arrivé assez tard dans mon parcours, j'y reviendrai tout à l'heure, mais ça a été pour moi une évidence de me dire que je voulais travailler dans les journaux qui me permettaient d'avoir le plus de temps possible pour mener ce travail de recherche qui est essentiel pour moi à la production d'une bonne information de qualité, saine, surtout dans un moment politique. C'était déjà le cas au début de ma carrière, où la qualité de l'information est extrêmement dégradée. Et on est dans un mouvement aujourd'hui qui tend à s'accélérer avec des puissances d'argent qui ont un objectif premier, c'est d'investir le champ des idées et de la production de l'information pour faire passer leurs intérêts. Donc là, je pense qu'il y a un enjeu qui est la réhabilitation du journalisme d'enquête dans ce paysage-là, justement pour remettre de la rationalité, des faits et réinterroger une certaine vision du monde, quoi. Donc moi, je suis journaliste depuis 2014. J'étais d'abord journaliste indépendant, j'ai travaillé pour l'agence France Presse, pour le Canard enchaîné, et j'ai commencé à collaborer avec Mediapart en 2015, j'ai été titularisé en 2018, mais ma vocation de journaliste, elle est arrivée très tard. Moi je me souviens par exemple quand j'étais en école, j'ai fait un master en journalisme, j'étais avec des camarades qui, pour certaines et certains d'entre eux, avaient depuis petit nourri ce projet professionnel, cette envie, y compris avec la figure du grand reporter qui va à l'étranger, etc. Moi, c'était pas du tout le cas. J'étais plutôt destiné à une carrière en sciences dures, mathématiques. Voilà, j'ai fait un bac spé maths. Et en fait, j'ai ensuite bifurqué vers des études d'histoire. J'ai fait une licence d'histoire. Et j'étais très intéressé par l'histoire très contemporaine, quasi immédiate, et qui à bien des égards en fait rejoint le journalisme. Je voulais pas faire de la recherche, je voulais pas faire de l'enseignement, je voulais avoir un métier, une pratique professionnelle qui a un impact aussi sur la société. Et il se trouve que j'ai toujours baigné
dans de l'information, énormément de journaux chez moi, donc j'avais ce rapport-là en fait au métier de journaliste. J'avais jamais fait de stage en rédaction, etc. Et c'est ensuite mon master en journalisme, quand j'ai vraiment précisé mon projet professionnel, qui m'a fait voir un peu l'envers du décor. Mais en tant que citoyen, je me suis vraiment construit dans un rapport très, très, très informé, ce qui fait que quand j'ai eu envie de faire du journalisme, ça s'est présenté ensuite comme une évidence pour moi. Et durant votre parcours, d'abord en tant qu'étudiant et surtout ensuite en tant que journaliste, est-ce que vous avez déjà observé des failles, principalement dans votre métier de journaliste d'investigation ? On sait que c'est une fonction qui nourrit beaucoup de questions, mais est-ce que vous avez déjà observé certaines failles dans ce métier-là ? Je ne sais pas si c'est des failles, mais moi ce que j'ai mesuré à l'aune de mon travail et de ma courte expérience, c'est à quel point en fait on présente et on donne une vision du journalisme qui est pour moi complètement erronée, avec en tout cas la pratique que j'en ai, ou ce que j'estime qu'elle devrait être et l'idéal vers lequel je tends, quoi. Qui est souvent la figure par exemple solitaire du journaliste, et je dis à dessein du parce que on met souvent en avant aussi le fait que c'est un métier encore très genré, avec des hommes, et on voit bien que l'imaginaire du journaliste est aussi nourri par ces figures-là, un peu du cow-boy ou du détective solitaire dans son coin, etc. Alors que moi je suis vraiment dans une vision et une pratique professionnelle qui tend vers un travail collectif, un sport collectif, et je trouve que on a besoin en fait de nourrir cet imaginaire-là, en fait, d'inverser un petit peu les choses par rapport à la manière, en tout cas, dont moi j'avais l'impression qu'on racontait ce métier-là, et de vraiment montrer que c'est un métier collectif, avec une nécessité de diversité de points de vue, de parcours, de genre évidemment, de profil sociologique, et je pense que comme je le disais tout à l'heure, qu'on est dans un moment extrêmement important, décisif pour la survie du journalisme dans notre pays, et qu'il y a une nécessité du coup, face au vent contraire qui souffle de plus en plus fort, vraiment d'installer cette pratique collective qu'on a à Mediapart, qui est une forme d'artisanat en fait de l'enquête. Parfois je me rends compte qu'il y a un différentiel entre l'image qu'on renvoie collectivement, y compris la puissance qui peut se dégager de certaines révélations, etc. Et la manière dont on travaille, qui est nécessairement nourrie d'incertitudes, nécessairement nourrie de bricolage, mais je dis pas ça à titre péjoratif. En fait, je considère que voilà, c'est vraiment un travail, et d'ailleurs Edoui Plenel l'a formulé comme ça à la création de Mediapart, d'ateliers en fait, avec des petits artisans qui travaillent sur leur matière, et c'est ça que je trouve aussi sain dans le fonctionnement de Mediapart, c'est qu'on n'est pas une grosse machine, on reste une petite flottille au milieu des gros paquebots, mais que par contre on est très attaché à cet ADN-là en termes de pratique journalistique. L'essence même du journalisme d'investigation, c'est la véracité des propos qui sont défendus. Est-ce que c'est possible, Antoine Rouget, d'être sûr d'une information ? Et à partir de quel moment est-ce que vous considérez à Mediapart qu'une information, elle est fiable et vérifiée ? Et comment est-ce que vous parvenez à cette vérité ? Alors la base, le fonctionnement effectivement, pour aboutir à une vérité de fait, qui permet par exemple d'affirmer que cette table est blanche. Après, on peut considérer, vous et moi, qu'elle est belle ou pas belle, etc. Ça, c'est les opinions. Mais nous, on estime qu'un débat démocratique sain, en fait, il ne peut reposer que sur une vérité de fait, et un socle commun sur lequel on peut au moins s'accorder. Si vous me défendez mordicus que cette table est bleue et moi je vous dis qu'elle est blanche, en fait on va être sur un tel niveau de décalage de réalité qu'on ne pourra même pas débattre autour de ça. Et on se rend compte aujourd'hui, et c'est pour ça que je parlais des puissances de l'argent qui investissent dans le champ médiatique, et on voit très bien ce qui s'est passé et l'accélération aux États-Unis ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est qu'il y a des intérêts contraires, notamment industriels, économiques, voire idéologiques, qui ont tout intérêt à distordre les faits pour faire passer
des programmes et des projets politiques et économiques. Donc nous, on est très attachés à cette vérité de fait, et donc la base de notre fonctionnement, c'est le recoupement de l'information. C'est le recoupement par des documents, par des entretiens, par des témoignages, et c'est ce qui va venir à chaque fois en fait consolider nos publications. L'image que je donne assez souvent, c'est que pour moi une enquête, en fait, c'est comme essayer de naviguer sur une embarcation, et à chaque fois on va essayer d'agglomérer le maximum de flotteurs pour avoir quelque chose qui se consolide, en fait. Et donc l'idée à chaque fois, c'est et c'est pour ça que c'est un travail collectif qui nécessite une diversité de points de vue, de regards, et parfois de réflexion, parce qu'on fait face à des obstacles. Ça va être d'essayer de chercher le maximum d'interlocuteurs et interlocutrices nous permettant de consolider l'information. Parce que le point de départ d'une enquête, ça peut être une intuition, ça peut être un bout d'information, ça peut être une rumeur parfois. Et le rôle du journaliste, c'est de dépasser ça. C'est de dépasser ses a priori, de dépasser ses biais, de dépasser la rumeur, justement pour aller vérifier si ce qui est rapporté en termes factuels est exact. Et pour ça, on a besoin d'accéder à des sources qui sont indépendantes les unes des autres et qui nous permettent de vérifier si effectivement ce qui s'est passé tel jour à telle heure a bien été réalisé. Et c'est tout le travail. Et après, chaque enquête est unique. Parfois, on parvient à récupérer des documents qui sont implacables, qu'on arrive à vérifier et qui nous permettent d'affirmer les choses. Dans d'autres fois, il faut parce qu'il n'y a pas de documents, par exemple, il faut qu'on démultiplie les différentes sources témoins nous permettant de consolider les choses. Mais j'imagine que ça dépend des enquêtes, mais j'imagine que quand vous tombez sur une information qui vient d'une source, qui vient d'un document, etc., qui peut révéler, j'imagine, je sais pas, un scandale d'État ou quelque chose de très important, c'est pas l'envie qui manque de publier directement l'information. Ça prend combien de temps en moyenne ce travail-là de journalisme pour trouver et prouver et être en mode oui, cette info est vraie et je peux la publier? Ce qui est hyper important, c'est d'avoir des forces de rappel. Parce que évidemment, quand on est sur des grosses enquêtes, il y a de l'excitation, parfois il y a de la concurrence avec d'autres journaux, et donc on pourrait être tenté de vouloir aller vite et de mordre la ligne, en fait. Et moi, je pense que la prise de risque, elle est là. En fait, c'est quand on veut aller trop vite et qu'il y a nécessité d'avoir une force de rappel collective au sein du pôle enquête pour dire attention, en fait, là tu vas peut-être un peu vite et tu as peut-être brûlé la dernière étape qui était celle de la vérification définitive. Même si tu es sûr à 200% de ta source, parce que sur des précédentes enquêtes, les informations dont elle t'a fait part étaient totalement vérifiées et ont permis de révéler des faits importants, et bien là, peut-être que cette personne-là, elle s'est trompée, ou peut-être qu'il y a des imprécisions dans son récit, et donc il faut que tu refasses ce travail de vérification. En fait, on est jugé sur pièce à chacune de nos enquêtes. C'est pas parce qu'on en a produit 99 qui étaient juste vérifiés, etc., qu'on peut pas trébucher à la 100e. Donc il y a un enjeu vraiment d'avoir toujours ce collectif-là pour justement pas se fourvoyer, pas se faire avoir, parce qu'il peut y avoir aussi des pièges. On en a déjà vécu à Mediapart, des documents qui étaient absolument parfaits et qui nous auraient invités à publier extrêmement rapidement, etc. Mais c'est aussi au moment de la phase de contradictoire, donc là, le moment où on va contacter les personnes qui sont ensuite mises en cause dans nos articles. Il faut savoir qu'il n'y a pas une enquête de Mediapart qui est publiée sans qu'on ait pris attache avec les personnes qui sont mentionnées dans nos articles. Et bien, ces moments-là aussi sont extrêmement fertiles. On peut avoir aussi nos hésitations à ce moment-là, dans la réaction des personnes, dans des démentis qui sont apportés, des documents qui nous permettent aussi de compléter notre vision des choses. Parce que, y compris de bonne foi, en ayant travaillé longuement, eh bien, on peut parfois avoir simplement
qu'une petite partie de l'histoire. Et donc c'est important aussi que les personnes puissent, quand elles le souhaitent, nous donner des choses qui peuvent tendre à nuancer, voire à annuler des enquêtes. Donc pour votre question sur la durée, eh bien, on a des enquêtes qui peuvent prendre quelques jours. Parfois, ça peut aller extrêmement vite parce qu'on a justement le réseau de sources nous permettant de vérifier, etc. Parfois plusieurs semaines, parfois plusieurs mois. Et surtout, on a des enquêtes qui ne paraissent jamais. Ça arrive souvent, ça ? On passe beaucoup plus de temps à chercher et à ne pas trouver qu'à publier. Moi, je dirais que mon temps de publication, c'est 10% de mon temps de travail aujourd'hui. C'est 1/10 de mon temps. Mes journées, je les passe à essayer de récupérer de l'information. Et eh bien, il y a des enquêtes qui sont ouvertes parfois, qui n'aboutissent pas pendant des mois, qu'on met un petit peu en sommeil parce que du coup, on passe à autre chose, etc. Et qui peuvent se réactiver. Parce que eh bien, une personne qui ne voulait pas vous parler il y a plusieurs mois est désormais en position de le faire ou a trouvé la motivation de le faire parce que dans ce travail collectif et cette gamberge qu'on a de manière très régulière au sein du pôle enquête, eh bien, on se dit « Ah, mais en fait, il y avait tel moyen peut-être de vérifier l'information. On n'y avait pas pensé avant, mais on va pouvoir le faire. » Et donc, on ouvre en fait à chaque fois des champs d'investigation et sans évidemment savoir, et c'est d'ailleurs propre à notre matière, comment on va aboutir et si on va aboutir un jour. Et durant ces enquêtes-là, qui ont un impact certain sur notre société, certaines plus que d'autres, vous êtes-vous déjà senti en danger après l'apparition d'une enquête ? On a notamment le souvenir, ça ne concerne pas des journalistes, mais c'est une conséquence peut-être directe de l'apparition d'un des premiers articles concernant l'affaire Sarkozy-Kadhafi. Le lendemain, le ministre du pétrole libyen, chez lequel on a plus tard trouvé une preuve d'un prétendu financement, est retrouvé mort dans le Danube le lendemain donc de l'apparition de l'article. Et est-ce que certains événements comme celui-ci peuvent vous faire peur, entre guillemets, dans votre pratique de journaliste d'investigation ? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a certains milieux dont on bouscule les intérêts par notre travail d'information qui peuvent avoir des réactions violentes à notre égard. Alors, en l'occurrence, le messager. Pour tuer le message, voilà, il faut attaquer le messager. Pourquoi je dis qu'on bouscule leurs intérêts ? Parce que tout en haut de la pyramide sociale, il y a des protagonistes, des acteurs, des milieux politiques, économiques, affairistes, etc., qui ont tout intérêt à cacher une partie de la réalité aux citoyennes et citoyens que nous sommes. Et donc évidemment, la publication de certaines informations dans Mediapart a des conséquences extrêmement lourdes sur la vie de ces personnes. Et donc c'est pas du tout quelque chose qu'on prend à la légère, à la fois sur notre travail d'enquête, parce qu'on sait que du coup, quand on met en cause dans les colonnes de Mediapart, ça va avoir de l'impact. Donc ça nous oblige aussi en termes de responsabilité. On ne se considère pas irresponsable, au-dessus des lois, etc. Il y a un cadre légal, par ailleurs, qui est celui de la loi de 1881 en France, de la diffamation, auquel on doit répondre, y compris devant les tribunaux. Moi, très régulièrement, je suis attaqué en diffamation, je réponds du sérieux de mon enquête devant les tribunaux et j'ai remporté tous mes procès accompagnés par les avocats du journal, et c'est le cas de Mediapart qui est très souvent attaqué et qui gagne ses procès en diffamation. Ça, c'est le cadre normal. Et effectivement, après, il peut y avoir des protagonistes, des acteurs qui vont bien contourner ces dispositifs-là, soit pour nous harceler judiciairement, donc multipliant les plaintes, etc., pour nous faire perdre du temps en fait dans nos enquêtes, parce que du coup c'est des préparations de procès, et puis on a une petite musique, du coup quand on va écrire sur tel ou tel acteur, acteur de la vie publique, je l'entends, eh bien on va se dire que on va derrière devoir subir des procédures judiciaires et ça face à des gens qui ont parfois des surfaces financières quasi illimitées. C'est vrai que ça peut être au bout d'un moment un peu décourageant.
Et puis après, il y a des milieux beaucoup plus inquiétants encore, liés au crime organisé, etc., qui peuvent se montrer parfois menaçants. On a eu le cas l'an dernier d'un journaliste qui a été directement menacé. Et ça, on en a pris connaissance dans des écoutes en fait, judiciaires qui avaient été réalisées sur un gang mafieux. Du coup, on a signalé les faits à la justice pour apporter une protection. On a aussi des campagnes de cyberharcèlement qui sont organisées notamment pour les journalistes qui travaillent sur l'extrême droite, par exemple. Donc là aussi, on essaye à chaque fois de s'organiser, de mobiliser la profession aussi pour le dénoncer. Mais la crainte principale, et là je reviens vraiment au début de votre question, c'est pour nos sources. En fait, parmi les responsabilités que nous avons aussi celle de protéger nos sources, c'est-à-dire les personnes qui acceptent de prendre des risques, de nous fournir des informations ou de confirmer des informations pour informer le public. Eh bien, ces personnes-là, elles ne bénéficient pas de l'exposition médiatique, par exemple, que l'on a. En fait, aujourd'hui, attaquer un journaliste ou une journaliste de Mediapart, eh bien, c'est aussi s'exposer au risque que ça se sache, qu'il y ait une mauvaise publicité, etc. Pour nos sources, c'est pas du tout le cas. C'est des gens qui vivent dans l'anonymat, et d'ailleurs, l'anonymat les protège. Et donc, la crainte principale qui m'habite au quotidien, c'est de protéger mes sources. Parce qu'il y a une forme de contrat. Moi, je passe un contrat avec le public en leur disant les informations qu'on vous livre, elles sont vérifiées, sérieuses, etc. Mais je passe aussi un contrat qui est celui-là confidentiel avec mes sources, qui est de dire moi, je vous protégerai jusqu'au bout de l'enquête, et y compris après la publication de l'enquête. Et donc, il faut qu'on soit à la hauteur. Et c'est vrai que quand il y a des attaques déloyales qui visent à rompre ce contrat-là, on se sent extrêmement vulnérable. Je vais vous donner un exemple, c'était au moment de l'affaire Benalla, quand on a diffusé les enregistrements qui prouvaient qu'Alexandre Benalla, donc ancien conseiller d'Emmanuel Macron, négociait un contrat russe avec un oligarque russe alors qu'il était à la présidence de la République. On voit aujourd'hui la valeur quand même de cette information dans le contexte géopolitique actuel, etc. Eh bien, 3 jours après la publication et la diffusion de ces enregistrements, qui étaient des enregistrements clandestins qu'on a révélés à Mediapart en janvier 2019, et bien 3 jours après, une équipe de policiers et procureurs est venue tenter de perquisitionner nos locaux à Mediapart. C'était notamment un officier de la brigade criminelle avec des représentants du parquet de Paris qui avait une valise pour aspirer le contenu des ordinateurs et téléphones de 3 journalistes de la rédaction, donc Fabrice Arfi, Marine Turki et moi-même, qui étions les 3 co-auteurs de cette enquête. Nous avons pu, au dernier moment, intervenir et bloquer cette tentative de perquisition, parce qu'on l'a fait légalement, parce qu'il n'y avait pas de mandat du JLD qui permettait de le faire. Donc heureusement, on a pu empêcher ça, mais on s'est retrouvé à quelques mètres de la possibilité d'avoir nos données, y compris sur nos applications chiffrées, y compris les archives que l'on a sur nos ordinateurs, qui étaient saisies par la police et la justice, avec le risque évidemment de démasquer nos sources. Et on sait que cette enquête, cette tentative de perquisition avait pour objectif de trouver les sources des enregistrements que nous avions diffusés. Et bien là, moi j'ai senti pour la première fois la possibilité en fait de ne pas pouvoir tenir ma promesse vis-à-vis des sources qui nous font confiance de manière absolue, et des gens dont la vie peut être littéralement détruite par la révélation qu'elles auraient pu donner des informations à Mediapart. Finalement, on a fait condamner l'État pour faute lourde dans cette affaire, mais voilà comment au quotidien ça peut parfois, le type de menace aussi qu'on peut subir et qui paraît plus inattendu, mais qui sont pour nous extrêmement préjudiciables. Et en parlant de ces sources-là, je suppose que ça nécessite une recherche peut-être assez longue donc pour parvenir à ces sources-là.
Est-ce que ça vous amène à vous déplacer beaucoup, pas beaucoup? Est-ce que vous travaillez plutôt beaucoup depuis Paris, ici, le siège de Mediapart, ou bien vous vous déplacez en France ou même dans des pays étrangers? On sait que Fabrice Arfi et Karl Lasquet, sur l'affaire impliquant Nicolas Sarkozy et la Libye, se sont déplacés même à l'étranger pour aller justement à la recherche de sources permettant ensuite l'élaboration d'une enquête et la parution sur le site. Est-ce que vous aussi, ça vous est arrivé de vous déplacer? C'est même essentiel en fait. Moi je considère que la démarche journalistique, elle doit s'accompagner d'une mise en mouvement permanente. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a le travail collectif de recherche et de nécessité d'alimenter les points de vue, etc. De ne pas se laisser gagner par nos biais, nos a priori, notre vision étriquée des choses, mais vraiment d'être toujours en réflexion, en mouvement, etc. Et pour moi, c'est le même travail vis-à-vis des sources. C'est que on a vu certaines carrières journalistiques avec des journalistes qui avaient des sources très bien installées, etc., mais qui se sont reposés sur ces acquis-là. Et moi, je suis vraiment dans une vision de remise en cause permanente et de travail nécessaire. Donc oui, ça implique des déplacements à l'étranger, évidemment, parce qu'on travaille sur des milieux qui sont totalement interconnectés. Quand on travaille sur les questions de financement, de probité, de corruption, eh bien, il y a la corruption française, mais qui est évidemment connectée à la corruption internationale, et on le voit aujourd'hui. On le voit aujourd'hui, par exemple, sur l'offensive d'extrême droite réactionnaire, etc., qui est en train de gagner énormément de terrain, notamment dans les pays occidentaux. Eh bien, on voit à quel point tout ça est articulé au niveau international. On peut pas penser Vincent Bolloré dans son coin, Elon Musk de l'autre. Voilà, il faut donc ça nécessite des déplacements. Mais pour moi, ces déplacements, ils sont vraiment liés à de la mise en mouvement permanente, quoi. Et moi, je sais, on en parle beaucoup aussi au sein du journal, quoi, une nécessité de jamais se reposer sur nos acquis, de se stimuler intellectuellement, d'aller se confronter aussi ces sources, en fait. Ce travail de source, c'est aussi aller voir des personnes qui sont éloignées de nous. Mais pas que géographiquement, éloignées de nos milieux, de nos manières de penser, de nos manières même de vivre au quotidien, etc. Justement pour aller chercher de l'information auquel on n'aurait pas accès sinon. En fait, de l'information qu'on a comme ça de première main, pour moi, c'est pas ça la valeur de ce qu'on peut apporter au public. C'est justement d'aller chercher quelque chose qui est beaucoup plus souterrain, caché, non identifié. Et ça implique pour moi de se nourrir au quotidien de nouvelles sources. Et on peut arriver des fois dans des formes de satisfaction, de se dire là en fait j'ai atteint un niveau dans ma carrière qui me permet de révéler des informations, etc. Et pour moi, c'est pas suffisant. En fait, il faut qu'on soit gagné par une forme d'anxiété, d'instabilité et de souci permanent d'aller chercher de l'information, des nouveaux regards en permanence et d'alimenter et de jamais, j'allais dire, s'éteindre en fait. Il faut qu'on reste tout le temps en éveil. Pour finir donc cette partie, pour faire le lien avec la partie suivante sur l'affaire Betaram, j'aimerais parler de la question des réseaux sociaux et d'Internet et en quoi justement ces avancées bouleversent le journalisme et le monde du journalisme d'investigation. Je pense par exemple à Alain Esquer qui gère la page Facebook des anciens élèves victimes de l'établissement Betaram, qui recueille donc de nombreux témoignages, et on peut observer qu'après l'ouverture de l'enquête sur l'institution Notre-Dame de Betaram en février 2024, la page Facebook elle a doublé en membres. Quel rôle a joué et joue selon vous les réseaux sociaux dans l'affaire Betaram et plus largement dans le journalisme d'investigation ? Déjà, vous parliez d'Internet. Mediapart, c'est le produit d'Internet, c'est l'enfant d'Internet. Et c'est aussi ça qui nous rend jeunes dans notre approche. Voilà. Et les cofondateurs de Mediapart, c'était des journalistes qui venaient de la vieille presse, qui avaient en plus qui avaient déjà une longue carrière derrière eux. Et qui ont vu l'opportunité d'Internet. Donc aussi le rapport aux révolutions technologiques au sein de Mediapart, il est celui-là en fait, d'y voir aussi les opportunités. Certes, il y a des menaces, il y a des
il y a des incertitudes aujourd'hui avec tous les débats autour de l'intelligence artificielle. Il y a évidemment des rapports de force, de gouvernance, des intérêts économiques, etc. Mais Mediapart est le produit de la révolution d'Internet, avec toute une dimension, et c'est d'ailleurs dans le nom même de Mediapart, qui est la participation citoyenne. Il y a un espace au sein du journal, et on est le seul à l'avoir aujourd'hui encore dans la presse généraliste française, qui est un espace participatif de blog. Chaque abonné de Mediapart peut contribuer au contenu, peut critiquer le journal dans ses colonnes, peut aller en commentaire derrière les articles. Et ça c'est aussi une philosophie générale, c'est aussi ce que je disais tout à l'heure sur la place du journaliste au sein de la société. On n'est pas au-dessus. On n'est pas à côté, en fait on est au milieu de la société, des débats qui l'animent, et ça c'est en termes d'état d'esprit général pour nous c'est absolument essentiel. Et donc par exemple des démarches d'enquête collaborative comme on le voit sur l'affaire Betaram, avec finalement des victimes y compris qui sont éclatées dans des pays à l'étranger, etc., qui se rallient autour des réseaux sociaux. Et bien pour nous c'est une opportunité évidemment extrêmement formidable, et c'est pour ça que on se déploie énormément dans l'accompagnement de nos enquêtes sur les réseaux sociaux. Moi j'ai des comptes sur énormément de réseaux sociaux, même certains que je n'utilise pas hyper fréquemment, mais simplement qui me permettent aussi d'être touché et atteint par les personnes qui veulent me contacter via des messages privés. On a un service abonné qui est formidable à Mediapart, qui est internalisé. On n'a pas confié ça à des sous-traitants à Madagascar, etc., comme peuvent le faire d'autres journaux français. Nous, c'est vraiment interne au journal. Ce sont des salariés de Mediapart qui sont formés pour ça et qui accueillent chaque jour des centaines de messages de lecteurs et lectrices, de sources potentielles, de personnes qui ont entendu des choses, etc. Et eux, ont développé aussi une forme de savoir-faire collectif qui leur permet ensuite d'aiguiller les informations. Et là, par exemple, depuis les premières révélations en février sur l'affaire Betaram, eh bien, on reçoit énormément d'informations. Donc on a mis en place aussi nos propres tuyaux pour faire circuler l'information au sein de la rédaction et pour qu'elle nous parvienne, pour ensuite réfléchir à notre travail éditorial d'accompagnement. Donc ça, c'est absolument fondamental pour nous. Le Mediapart est un journal au cœur de la société et doit de manière répétée se poser la question de comment on peut rester au cœur et apporter de la discussion collective, parce que c'est aussi ça que perçoit énormément une grande partie du public, en fait, c'est de considérer que en fait on a 3 éditorialistes qui racontent n'importe quoi sur les plateaux télé et que c'est ça la presse. En fait, pour nous c'est tout l'inverse. Nous on travaille, on est rigoureux, humble, on fait notre travail d'enquête et ensuite on rencontre. On rencontre sur les réseaux sociaux, on en rencontre dans les commentaires de nos articles, dans l'espace participatif. On organise par exemple énormément de débats publics. On organise un festival qui est extrêmement populaire tous les ans, mais aussi autour du film Sarkozy-Kadhafi que l'on a sorti. On fait énormément de débats. Et à chaque fois, c'est ça le comble, avec des personnes qui enfin peuvent interpeller les journalistes sur leur travail d'enquête, en l'occurrence cette affaire, mais aussi plein d'autres choses en fait, sur comment ça marche les médias, sur pourquoi il y a si peu d'indépendance en France. Et donc ça c'est extrêmement précieux pour Mediapart, et c'est extrêmement important qu'on se repose toujours la question de comment on se renouvelle là-dedans, quoi. Merci beaucoup, Antoine Rouget. Merci à vous.